Je dois les bases de mes connaissances en histoire de l'historiographie et en histoire de la philosophie de l'histoire à celui qui fut mon maître à l'université de Bruxelles, Maurice Arnoult, que j'ai déjà eu l'occasion de citer et que je vénère. Il est décédé maintenant depuis de nombreuses années. C'est lui qui m'a orienté vers la recherche, et c'est ainsi que pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur la poétique de l'histoire au XIXe siècle. À cette époque, j'ai parfait ma spécialisation en suivant divers séminaires à Paris, en particulier à l'école pratique des hautes études, à la 4e section, un séminaire d'historiographie médiévale dirigé par Bernard Guéné. J'ai suivi également un séminaire d'historiographie contemporaine dirigé par Jean Glénisson et animé également par Alice Gérard à l'école des hautes études en sciences sociales, toujours à Paris. Et enfin, j'ai suivi en dernier lieu un séminaire animé par mon ami Chantal Grel et François Laplanche à Paris 4 dans le cadre du Centre de recherche sur l'Occident moderne. Il s'agissait là donc d'un séminaire d'historiographie moderne, donc pour la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle. J'ai intitulé un cours antérieur « Les Annales, les 30 glorieuses », ou plutôt les 50 glorieuses, 1929-1979. J'avais pris comme date repère, évidemment 1929, qui est la date de création de la revue des Annales d'histoire économique et sociale, revue célèbre fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre, et 1979, qui est la date de publication, 6 ans avant son décès, de la trilogie de Fernand Braudel, l'élève lui-même de Lucien Febvre, le chef, si je puis dire, de file de la seconde génération des Annales, qui avait publié un livre maintenant mondialement célèbre, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, du XVe au XVIIIe siècle chez Armand Collin. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à une période plus ancienne. Aujourd'hui, la période historiographique que nous vivons, c'est-à-dire la période où l'on fait des recherches, aujourd'hui, dans la 3e décennie du XXIe siècle, est très différente quant à l'ambiance qui régnait dans les années 70 lorsque je faisais mes études. À l'époque, l'école des Annales en France était à son sommet, à son apogée, et comme historien belge, étudiant, j'appartenais à cette espèce bâtarde que sont les historiens belges, et les Belges tout court d'ailleurs, à la fois métissés par l'érudition allemande, qui remonte au XIXe siècle, et d'autre part par l'histoire économique et sociale qui avait le vent en poupe, et l'histoire démographique également, dans les années 60 et 70 en France. C'était le début de l'histoire des mentalités, enfin,
pas vraiment les débuts, le moment où l'histoire des mentalités connaît plus qu'un essor, et je m'étais donc spécialisé dans les représentations des historiens quant à leur propre discipline, en travaillant donc sur la théorie de l'histoire à l'époque moderne. Donc aujourd'hui même, je vais développer un sujet qui est antérieur à la période immédiate, évidemment, antérieur à ces 50 glorieuses, qui couvrent un demi-siècle de l'histoire du XXe siècle, et l'on va remonter plus haut dans le temps, en voyant quelle est la mutation à la fois idéologique, sociologique, scientifique de l'histoire et des historiens dans le dernier tiers du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, il s'agit un petit peu, pour reprendre le titre d'un livre d'Umberto Eco, d'utiliser la marche de l'écrevisse, si mes souvenirs sont bons, ou du crabe, d'avancer, non pas dans le sens naturel, en tout cas pour les êtres humains, vers l'avant, mais en marchant en arrière ou sur le côté. Mon exposé suivra donc un fil chronologique en abordant un certain nombre de chapitres qui concernent d'une part la professionnalisation de l'histoire dans ses différents aspects, tout d'abord quant à l'évolution scientifique de l'histoire, ensuite quant à la place qu'elle va occuper, éventuellement son instrumentalisation par le pouvoir, mais on va voir que les choses ne sont pas si simples, parce que les historiens eux-mêmes se servent des hommes politiques, et de voir également comment cette discipline qui ne se détachait pas, qui était plutôt soumise à la littérature et à la philosophie dans la première moitié du XIXe siècle, va progressivement prendre son autonomie et devenir une discipline qui a ses spécificités. Et donc c'est une période tout à fait essentielle pour comprendre le métier d'historien aujourd'hui, même si celui-ci a connu de nombreux avatars, et effectivement, près de 50 ans, un peu moins quand même, j'exagère, près de 45 ans après mes études à l'université, il y a eu évidemment des changements notables, et je dirais c'est bien heureux. Nous allons donc partir de l'origine du métier. Jusqu'en 1880, comment était organisée la formation des historiens? En fait, il n'y avait pas d'enseignement spécialisé en histoire. C'est la première chose, et je l'ai dit il y a quelques instants, l'histoire était avant tout un genre littéraire qui était soumis d'une part à la littérature, mais aussi à la philosophie. Les histoires générales se devaient de partir d'idées générales, justement, et non pas de travaux d'érudition. Sociologiquement parlant, maintenant, les historiens sont très différents au début de la seconde moitié du XIXe siècle de ce qu'ils seront à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en tout cas quant à l'histoire au sens strict, cette fois, c'est-à-dire l'histoire au sens noble. Je ne parle pas de ce type d'histoire qui existe toujours à l'heure actuelle et qu'il ne faut pas mépriser et qui fait l'objet régulier, même hebdomadaire, d'émissions télévisées comme celle
Stéphane Bern, Secret d'Histoire, ou de ses émissions avec Laurent Deutsch. Jadis, d'autres personnages s'étaient emparés de cette histoire plutôt anecdotique, de la petite histoire. Quand j'étais adolescent, c'était principalement Alain Decaux et André Castelot. Les historiens, donc, à l'aube, ou plutôt au crépuscule de la période qui précède celle que je vais étudier ici, appartenaient principalement à trois catégories. Il s'agissait d'avocats, il s'agissait de nobles et il s'agissait de curés. Deux au moins de ces professions laissaient beaucoup de temps libre. C'était donc une histoire qui appartenait à une catégorie de la population, une partie de cette population qui n'était certainement pas liée à la classe populaire et qui par conséquent voyait les événements du passé au travers du prisme ou à travers les verres des lunettes des classes supérieures. Une exception toutefois, en 1821, sous Louis XVIII, une école spécialisée avait été créée, l'école des Chartes, qui existe toujours aujourd'hui, qui n'a plus ses locaux comme longtemps, à l'époque où moi-même j'étais étudiant dans le bâtiment de la Sorbonne, et l'école des Chartes dont les locaux ont été déplacés maintenant rue de Richelieu, en face du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Les chartistes, l'école des Chartes est une école qui avait pour mission et qui a toujours pour mission, même si ces missions se sont élargies évidemment à des enseignements nouveaux aujourd'hui, par exemple l'informatique, enfin je dis par exemple surtout l'informatique pour le catalogage, mais pas seulement, à toute une série de techniques modernes depuis une vingtaine, une trentaine d'années. L'école des Chartes avait pour mission de former des archivistes paléographes, avec une mission évidemment, je dirais, liée à la conservation du patrimoine. Cette école des Chartes est elle-même issue du cabinet des Chartes fondé à la fin du XVIIIe siècle. Mais pour le reste, à part l'école des Chartes, il n'y avait aucun endroit où l'histoire, l'érudition n'étaient enseignés. Autrement dit, dans les lycées, ce n'étaient pas des historiens de formation qui donnaient les cours d'histoire, c'était des littéraires à titre principal. Maintenant, nous allons voir comment l'histoire va progressivement conquérir son autonomie professionnelle. Il y a deux éléments qui interviennent, donc deux causes qui interviennent dans cette conquête. Des causes politiques tout d'abord et des causes scientifiques ensuite. Causes politiques. Un deal implicite a été passé entre, d'une part, les universitaires et d'autre part le régime républicain. Je parle ici des années 1870 et suivantes, c'est-à-dire la Troisième République au lendemain de la défaite de Sedan. D'autre part, il y a une cause dite sur laquelle je vais revenir, parce que je vous ai parlé d'instrumentalisation tout à fait
comment dirais-je, accepté par les historiens au lendemain de cette défaite. Il fallait effectivement redorer le blason de la France et l'histoire en France et dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, mais ailleurs aussi, dans toutes ces contrées qui connaissent en Europe des mouvements nationaux. C'est la grande période de l'éveil des nationalités, pour reprendre un titre célèbre dans la collection Peuple et civilisation. Oui. Non, c'est dans la collection... Oui, c'est bien dans cette collection-là. J'hésitais avec l'évolution de l'humanité, mais c'est bien dans cette collection-là. Et les historiens vont s'atteler à cette tâche. Ils vont donc avoir un rôle idéologique tout à fait essentiel. Sauf que les thèses qui vont être développées devront l'être dorénavant à partir de travaux sérieux. Il ne s'agit plus de faire de l'histoire sur base d'à peu près, de préjugés évidents, comme c'était le fait des historiens à l'époque romantique, à l'époque des Augustin-Thierry, même de Michelet, même si lui-même a des qualités scientifiques indubitables, par exemple, ou même des personnages comme Hippolyte. Car en effet, la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée sur le plan scientifique par une philosophie justement que l'on appelle le positivisme, par le scientisme également, les deux termes ne se recouvrent pas exactement, ils s'opposent même dans la littérature, car le terme scientisme renvoie à quelque chose qui est assez évident, c'est-à-dire que des savants estiment que tout peut être expliqué à un moment donné par la science, grâce à la méthode rationnelle, que c'est une question de temps, finalement. Le positivisme vise à établir des lois, c'est le projet d'Auguste Comte lorsqu'il crée ou invente cette philosophie en matière de sociologie, puisqu'au fond c'est le premier sociologue au sens moderne du terme, même s'il a des ancêtres comme Montesquieu au XVIIIe siècle, comme l'a montré par exemple Raymond Aron dans les grandes étapes de la pensée sociologique paru chez Gallimard. Des découvertes scientifiques majeures se produisent à l'époque dans le domaine des sciences naturelles. Je pense bien sûr à l'origine des espèces de Darwin, mais je pense aussi aux travaux de physiologie et de médecine expérimentale de Claude Bernard, et aussi évidemment aux travaux de Louis Pasteur, qui découvre donc le vaccin contre la rage. Autrement dit, l'épistémé de type biologique, l'épistémé biologique c'est un terme impropre, mais j'emploie ici le terme épistémé dans le sens de Michel Foucault, c'est-à-dire cette période au XIXe siècle où tout s'explique par l'histoire, dans l'économie avec Karl Marx, ou en sociologie, dans la biologie avec Darwin par exemple, bientôt à l'extrême fin du XIXe siècle dans le domaine de la psychologie avec l'invention de la psychanalyse par Sigmund Freud. Quand je parle d'épistémologie, d'épistémé biologique, je devrais dire plutôt épistémé historico-biologique, c'est-à-dire ou historico-scientifique, c'est-à-dire qu'il y a la croyance en la toute-puissance de la science à résoudre et à comprendre le réel
à un moment donné, même si ça prendra du temps, mais aussi en utilisant ce principe élémentaire de l'histoire qui est celui de la causalité, qui est propre à la science aussi, bien sûr, mais qui est, je dirais, la clé de base des recherches scientifiques. Un événement ne peut se produire que parce qu'il a une cause à rechercher dans le passé. C'est ce que font Marx, c'est ce que fait Darwin, c'est ce que fait Freud. Donc, ces causes à la fois politiques, le deal passé entre les historiens, les universitaires, historiens qui progressivement vont prendre leur autonomie en tant qu'historiens, et d'autre part les causes scientifiques que je viens d'évoquer, l'école positiviste, vont conduire à une professionnalisation de l'histoire où les historiens seront des fonctionnaires, à l'université en tout cas, contrôlés par l'État, avec une hiérarchie des fonctions universitaires qui va se mettre en place progressivement, et avec une division très marquée entre les établissements universitaires qui se trouvent dans la capitale et ceux qui se trouvent en province. Ceci n'a toujours pas entièrement disparu. Vous savez que Paris reste le pôle intellectuel en France, avec une concentration extraordinaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, même si les choses ont évolué justement depuis ma propre formation dans les années 70 et 80. Tout à l'heure, je vous ai dit que le terme positivisme était un terme ambigu, parce qu'il désigne en même temps deux choses. Dans le sens qu'on tient, le positivisme cherche à l'établissement des lois dans les sociétés humaines de la même manière qu'on a pu en établir dans les sciences exactes et naturelles, donc dans le monde physique. Mais le terme positivisme va être détourné de son sens pour dire exactement le contraire. Lorsque les historiens des annales, dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir de 1929, s'emparent de la chose historique et veulent créer ce que l'on appellera bien plus tard la nouvelle histoire, c'est-à-dire une histoire des hommes, une histoire des peuples, une histoire de la vie matérielle et mentale, et non plus une histoire politique, mais l'histoire militaire, une histoire des dirigeants, des rois, une histoire institutionnelle, je dirais, assez sèche, assez austère. Mais à ce moment-là, l'histoire positiviste devient une injure, car il s'agit de viser des historiens comme Seignobos, comme Langlois, qui en 1895 avait publié une introduction aux études historiques. Seignobos lui-même avait publié 6 ans plus tard, en 1901, également un ouvrage sur la méthode historique appliquée aux sciences sociales. Et en fait, Bloch et Febvre ont détourné en fait ce terme de positivisme qui était utilisé à leur époque, mais qui n'avait plus du tout la signification qu'en avait donné évidemment Auguste Comte. Le positivisme, pour eux, étant lié à l'histoire événementielle, c'est-à-dire une histoire chronologisante qui n'explique pas grand-chose, qui vise essentiellement l'établissement des faits à la suite de toute une série d'opérations d'érudition, la critique historique en particulier, avec des démarches bien précises, critique externe, critique interne, critique de provenance, critique de compétences ou d'interprétation, critique de crédibilité, critique de sincérité, à partir également de toute une série
de sciences auxiliaires, plus spécifiquement dans le domaine des études médiévales, qui avait la cote au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle. Et eux avaient un projet tout autre qui consistait à lier, et plutôt à se servir des progrès des sciences sociales. N'oublions pas que c'est seulement il y a 120 ans que Durkheim invente la méthode sociologique et profiter des progrès donc des sciences humaines dans le premier tiers du XXe siècle, sciences humaines qui n'ont pas arrêté de progresser évidemment, au point que les historiens à un moment donné ont voulu prendre le leadership des sciences humaines, et c'est ainsi que, je l'ai dit, dans les années 70, après la linguistique de Saussure, ça remonte à 1913, hein, mais je veux dire, les linguistes qui règnent dans les années 60, les sémiologues comme Roland Barthes et surtout les anthropologues avec à leur tête Lévi-Strauss, dans les années 70, ce sont les historiens qui prétendent réunir autour de leur revue, les Annales, l'ensemble des sciences humaines avec un regard particulier qui est celui des historiens qui essayent de comprendre les phénomènes dans la longue durée. Voilà. Maintenant, à cette époque, les sciences historiques, ou plutôt la profession d'historien, va être complètement réorganisée. Réorganisée par le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui détient les leviers de commande, qui tient les cordons de la bourse, et le nombre de postes va doubler entre 1870 et 1900. Je parle de postes de professeurs d'histoire dans les universités. À la fin du XIXe siècle, on compte, après une croissance fulgurante, 2000 étudiants en histoire en France, dont la moitié, donc un millier, se trouve à Paris. Oui, je vous avais dit que la France est un pays très particulier, un pays jacobin, je n'invente rien, un pays très centralisé, où la capitale possède un poids démesuré depuis l'Ancien Régime, mais ceci a été renforcé évidemment à l'époque napoléonienne. Du côté de l'enseignement maintenant, c'est-à-dire de l'usage qui peut être fait des recherches dans les lycées, dans les universités. Comment les choses ont-elles évolué? Parce que l'école est évidemment une courroie de transmission de l'idéologie dominante, et il s'agit de voir comment tout ça s'est organisé du point de vue scientifique, mais surtout du point de vue institutionnel. Du point de vue scientifique, tout d'abord, un certain nombre de progrès très importants, en particulier sous l'influence de l'école allemande, cette école allemande qui se développe à partir du dernier tiers, je dirais, du XVIIIe siècle, avec comme lieu central Göttingen, où est créé dans le troisième tiers du XVIIIe siècle le premier institut d'histoire, d'ailleurs. Au XIXe siècle, ce sont les historiens allemands à la recherche d'une histoire nationale à construire. N'oubliez pas que jusqu'en 1871, l'Allemagne est divisée en une trentaine d'États. Eh bien, les historiens vont progressivement faire un travail considérable en matière d'histoire en publiant pour l'histoire médiévale les fameux MGH, les Monumenta Germaniae Historica, c'est-à-dire les monuments, les sources, autrement dit l'édition des sources de l'histoire allemande, mais au sens large du terme, hein, puisque la Germania, en fait, c'est l'ancienne Saint-Empire romain de la nation germanique. C'est l'empire, en fait, de Charlemagne, mais ça remonte, en fait, à l'époque mérovingienne, et donc ça couvre des territoires
qui dépasse de loin les frontières allemandes aujourd'hui. C'est comme ça que je suis belge. L'histoire, les historiens belges doivent, pour les médiévistes en tout cas, doivent puiser dans ces MGAs, dans ces Monumenta Germaniae Historica. Donc, influence de l'école allemande, la plupart des grands médiévistes, ceux qui vont devenir les grands médiévistes allemands, français vont suivre des séminaires à Berlin, à Leipzig, à Göttingen justement. C'est le cas également en Belgique, hein, avec Henri Pirenne par exemple. Ils y apprennent la critique historique érudite. Ils y apprennent toute une série de techniques visant à analyser les documents au plus près. À côté, en fait, de ces progrès méthodologiques, il y a toute une série d'institutions qui se mettent en place aussi dans le dernier tiers du XIXe siècle en France et qui vont avoir des conséquences extrêmement importantes pour la professionnalisation du métier d'historien. Il y a tout d'abord l'aménagement de l'agrégation donc d'histoire en 1894. Il y a d'autre part, 2 ans plus tard, en 1896, 2 grands établissements de la recherche qui sont annexés à la Sorbonne, donc au bâtiment que nous pouvons voir maintenant, qui date en fait de la fin du XIXe siècle. D'une part, l'école des Chartes, fondée, je vous l'ai dit, sous la Restauration en 1821, et d'autre part, l'école pratique des hautes études, que j'ai évoquée par rapport à mes études, mais enfin ici, je la cite, puisqu'elle a été fondée vraiment à l'extrême fin du Second Empire par Victor Duruy en 1868. L'école pratique, l'adjectif, l'épithète veut déjà tout dire. Pourquoi école pratique? Parce que justement, les universitaires ont été voir ce qui se passait en Allemagne, où l'on ne fait pas de l'histoire, ou en tout cas pas seulement de l'histoire théorique, enfin de l'histoire générale, mais on fait de l'histoire basée sur des sources, à partir de techniques particulières. Et donc c'est à partir de la création d'écoles pratiques par Victor Duruy que des séminaires, des cours pratiques vont être créés, en tout cas pour la 4e section, où l'on va travailler directement sur les textes pour former des chercheurs. Ce ne seront donc plus des enseignements ex cathedra, on va partir de sources. J'ai eu la chance, je vous l'ai dit, de suivre les enseignements de Bernard Guenet, donc ça remonte au début des années 1980. Voilà. Donc, il y a un regroupement, si vous voulez, des instituts de recherche, d'enseignement et de recherche sur le plan scientifique en histoire. Donc, bien avant la création du CNRS, qui remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et d'autre part, alors, je dirais, ça remonte à la deuxième moitié des années 1960, de l'école des hautes études en sciences sociales, l'ex-6e section de l'école pratique des hautes études, la fondation par Fernand Braudel, qui était alors le chef de file de l'école des Annales. Donc je répète, aménagement de l'agrégation, qui devient vraiment une agrégation en histoire, et c'est plus une agrégation S-lettres, regroupement de 2 des institutions, grands établissements qui existaient à l'époque pour former les historiens, donc l'école des Chartes et d'autre part l'école pratique des hautes études sont annexées à la Sorbonne en 1896. Il faudra attendre plus tard, évidemment, pour que d'autres grands instituts soient créés, je l'ai rappelé. Maintenant, je l'ai évoqué, c'est l'époque où sont créés des séminaires, c'est-à-dire des lieux où on apprend le métier,
comment dirais-je, sa profession, j'allais dire, sur le métier, justement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il ne s'agit plus d'avoir uniquement des cours ex cathedra sur l'histoire romaine, sur l'histoire grecque, médiévale et que sais-je. Il s'agit de travailler sur les textes. Importance donc de la méthode philologique. Pour l'époque, en tout cas. Maintenant, il existe bien d'autres méthodes, mais à l'époque, c'était essentiellement la méthode philologique. On travaille sur des textes, et au XXe siècle, on va commencer aussi à travailler sur des séries statistiques. Ben, vous savez que je crois que c'est même en tout cas un des premiers à occuper, il y a eu Marc Bloch bien entendu qui a occupé la chaire d'histoire économique à la Sorbonne, enfin pour le Moyen-Âge, sauf pour le Moyen-Âge tardif, on ne dispose pratiquement pas de séries chiffrées, mais quelqu'un comme Henri Auxerre à la Sorbonne était professeur d'histoire économique, mais il faisait de l'histoire économique, comme on l'a dit, sans chiffres, c'est quand même un petit peu difficile. Il faut attendre Ernest Labrousse, qui dès 1933 publie sa première thèse, puisqu'il en a publié deux, une en 1933 à la faculté de droit et puis une à la faculté des lettres en 1944, excusez-moi, donc 1933 et 1944, pour que l'on fasse alors d'histoire, je dirais, économique avec des chiffres, avant que l'on commence à utiliser des nouveaux vocables qui sont l'histoire quantitative et l'histoire sérielle avec Pierre Chaunu, mais qui n'était pas le seul à pratiquer ce type d'historiographie. Donc, création de séminaires, une forme de ritualisation également des soutenances de thèse. Les soutenances de thèse deviennent vraiment des soutenances de thèse. Auparavant, les thèses, vous savez, c'était des thèses extrêmement courtes, qui faisaient 10 pages, 20 pages, 30 pages, 40 pages, donc beaucoup plus petites. Ces thèses que des mémoires de maîtrise d'aujourd'hui. Quoiqu'aujourd'hui, par rapport à mon époque, on a de nouveau réduit, on a fortement réduit les dimensions. À mon époque, les mémoires de maîtrise, en Belgique on parlait de mémoires de licence, avaient presque la dimension, en tout cas pour certains de ces mémoires, de ce qu'on appelle des thèses de doctorat aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a eu des variations, enfin cette histoire reste encore à faire, à moins qu'elle n'ait été faite et que je n'ai pas encore été... je ne sois pas encore au parfum. C'est l'époque également où la cooptation des collègues dans les universités ou à la Sorbonne prend des formes institutionnelles. J'en arrive maintenant au troisième point, la redéfinition du savoir historique. 2 points ici. D'une part, ce qui concerne la recherche proprement dite, et d'autre part ce qui concerne les valeurs et ce qui concerne, je dirais, presque l'épistémologie. En tout cas, le regard qui est porté par des disciplines voisines et parfois concurrentes sur l'histoire, et on va voir d'ailleurs comment les historiens vont réagir face à la position de ceux-là. Alors je commence donc par l'évolution de la science historique. Auparavant, c'était essentiellement des synthèses qui étaient faites. Je ne parle pas ici des histoires locales. Dorénavant, c'est la méthode analytique. C'est l'analyse qui va être privilégiée comme méthode avant la publication des synthèses. C'est donc, lorsqu'il publie en 1895 l'introduction aux études historiques, au fond un manifeste, une mise en forme de ce qui se pratiquait à ce moment-là. Je parle des auteurs que j'ai cités tout à l'heure, Langlois et Seignobos. Cet ouvrage très célèbre, je vous l'ai dit aussi, va être la cible de l'école des Annales, de Marc Bloch, de Lucien Febvre, mais il faut reconnaître que à la fin du XIXe siècle se trouvaient ainsi synthétisées les règles de ce qui prévaut toujours aujourd'hui lorsque l'on fait de l'histoire, même si ça ne suffit pas, bien entendu, parce que c'est
plein de présupposés philosophiques, l'histoire classique, si je puis dire. Voilà. C'est l'époque, par conséquent, où pour pouvoir avoir accès aux sources, il est nécessaire d'en faire l'inventaire. D'où la nécessité de développer les services d'archives. Il faut également établir, non pas alors des inventaires, puisque c'est le terme propre aux archives, mais des catalogues également dans les bibliothèques. Ces instruments de travail, et pas seulement eux, des dictionnaires, des bibliographies, des tas d'autres instruments de travail, vont connaître quantitativement une grande croissance entre, disons, 1880 et 1914. Bibliographie, inventaire, création et multiplication des revues historiques, organisation également du travail, des postes vont être créés, des postes spécialisés dans l'enseignement universitaire, importance également des travaux de première main, je le répète. À côté de ces aspects-là, qui concernent le travail historique scientifique, il faut noter donc, je l'ai évoqué, la contestation de l'histoire comme science. Le tout, c'est de s'entendre sur le terme science, mais le terme science à l'époque est compris comme étant une activité intellectuelle qui vise, grâce à la raison, à établir des lois. Donc, contestation de l'histoire comme science par, d'une part, les littéraires de droite, comme Péguy, je vous montre ici un ouvrage célèbre qui date de 1932, Clio, c'est donc le nom de la muse de l'histoire chez les Grecs, et d'autre part, contestation également de l'histoire comme empirisme par les philosophes et les sociologues de gauche. Donc, l'histoire comme discipline se trouve entre l'enclume et le marteau, se trouve donc coincée entre les critiques, sous les feux des critiques qui viennent, politiquement parlant, de deux bords opposés. Les historiens, bien sûr, vont réagir, en particulier Seniobos, qui était quand même caricaturé, même si tout n'était pas faux, mais par les fondateurs des Annales et leurs élèves. Seniobos, c'est quand même quelqu'un qui considère que les faits ne sont rien d'autre que des constructions sociales à mettre au jour. Autrement dit, il se rapproche de la position d'Ernst Cassirer, le philosophe. Pour lui, ce sont des symboles dont il s'agit de retrouver le sens initial. Je vais peut-être vous montrer quand même ces deux ouvrages que j'ai cités à plusieurs reprises. Là, c'est mon vieil exemplaire qui est très abîmé. Je l'avais prêté à une amie très chère, d'ailleurs, qui enseignait à la Sorbonne, qui vit toujours, et fort heureusement, mais qui l'a fortement abîmé. Enfin, je ne lui en veux pas du tout. C'est l'introduction aux études historiques. Ici, j'ai sous la main la 3e édition, mais la première édition, je vous l'ai déjà dit, date de 1895. Donc, introduction aux sciences historiques de Langlois et Seniobos, tous les deux professeurs à la Sorbonne. Et d'autre part, je vous ai cité également tout à l'heure, du même Charles Seniobos, la méthode historique appliquée aux sciences sociales. Ici, il s'agit, je crois, de la 2e édition, je vérifie. 2e édition, revue et corrigée de 1909, mais la première édition date de 1901. Donc, chez Félix Alcan. L'autre livre avait été publié chez Hachette. Donc.
Passons maintenant au quatrième point. Donc vous voyez, je progresse à la fois dans le temps et à la fois, je dirais, dans ce panorama qui essaie d'aborder l'histoire et les historiens, tant du point de vue scientifique que du point de vue épistémologique, que du point de vue sociologique, et politique et idéologique évidemment. Comment s'opère, ou plutôt quel est l'aboutissement de ce processus d'autonomisation de l'histoire à la fin du XIXe siècle? On peut dire que vers 1900, donc au tournant du XIXe et du XXe siècle, il y a un consensus qui s'est formé quant aux normes du métier. Donc il y a eu une normalisation. J'envisage dans un premier temps ces aspects sociologiques et ensuite ces aspects politiques et idéologiques. Donc aspect sociologique tout d'abord. Le recrutement des professeurs d'université devient de plus en plus homogène. Ceux-ci sont la plupart du temps, je dirais presque toujours, enfin la plupart du temps c'est plus précis, issus de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Ils sont agrégés et ils ont passé leur thèse de doctorat. Eux-mêmes sont intégrés, une fois devenus professeurs, dans différentes structures qui normalisent la profession, les usages, les coutumes de la profession, donc création de commissions, entre autres choses pour analyser la valeur des travaux, pour répartir les différentes tâches à différents niveaux. Un certain nombre de ces structures deviennent même militantes, tant sur le plan scientifique que vis-à-vis du politique. Et c'est à ce moment-là que sont créées des sociétés d'histoire qui ne sont plus des sociétés d'histoire locale, ou des cercles archéologiques si vous voulez, mais des sociétés d'historiens professionnels avec leur spécialité. Progressivement, ça va se faire en tout cas, histoire antique, médiévale, moderne et contemporaine. Cette profession, et vous voyez que j'essaie de porter un regard presque anthropologique sur mes collègues du temps jadis, cette profession a ses rituels. Donc on assiste non seulement à une une sorte de... Moi je ne trouve pas... Le mot est un peu difficile à dire, je risque de m'écorcher la langue, mais il va s'agir de créer donc, est en train de se créer donc une véritable corporation professionnelle, comme il pouvait en exister sous l'Ancien Régime, mais il y a un certain nombre de rituels aussi qui se mettent en place progressivement et qui deviennent des moments obligés de la vie universitaire, comme les discours de rentrée, les leçons inaugurales. On parle même maintenant de leçons de clôture ou de leçons finales au Collège de France, par exemple. Les soutenances de thèse sont tout à fait ritualisées. Il s'agit vraiment d'une initiation d'un état à un autre état. Ritualisation également de l'organisation des séminaires. Ce sont toutes des choses que j'ai déjà évoquées précédemment, mais qui vont se figer pour longtemps. Aspects politiques et idéologiques à côté de ces aspects sociologiques et anthropologiques. La base, c'est que les historiens vont prendre en charge la mémoire collective du pays à la suite de ce traumatisme qui a été celui de la défaite de Sedan, de l'humiliation devant l'Allemagne. N'oubliez quand même pas qu'en février 1871, Bismarck
proclame l'Empire allemand dans la galerie des glaces donc à Versailles. C'est évidemment pas pour rien qu'en 1919, évidemment, la conférence de la paix et le traité, comment dirais-je, concluant la Première Guerre mondiale entre les Alliés et l'Allemagne sera signé justement à Versailles. Donc, suite au traumatisme de 1870-71, les historiens, en France, mais je l'ai déjà dit aussi dans d'autres pays, en Allemagne aussi, vont prendre en charge la mémoire collective. Donc ils se donnent cette mission qui est évidemment soutenue par le pouvoir. Il est difficile d'imaginer pour un homme ou pour une femme du premier tiers du XXIe siècle, dans lequel nous sommes pour l'instant, parce que nous avons bien d'autres problèmes, bien sûr, qui sont liés à la mondialisation, combien le patriotisme est important à cette époque-là, surtout dans une nation blessée. L'esprit revanchard était présent chez chacun, et il s'agissait donc de réparer. Donc les historiens, ce sont à la fois des médecins, si vous voulez, mais peut-être pas les professeurs, les universitaires, mais en tout cas tels que vont être conçus, en particulier le petit Lavis, les manuels d'histoire de France sont conçus de telle manière que l'on forme des bons petits Français prêts à défendre leur patrie, et le cas échéant, c'est ce qui va se produire en août 1914, à défendre leur patrie avec la fleur au bout du fusil. Ah, nous serons bientôt à Berlin, vous savez ce qu'il en a été, l'enlisement après une courte période de guerre mobile, l'enlisement dans les tranchées pendant 3 ans avant de repartir vers une guerre de mouvement en 1918. Donc ce ne fut pas simple du tout. Mais les historiens ont joué un rôle considérable dans la mobilisation des gens, parce qu'ils étaient prêts idéologiquement. On les préparait depuis leur petite enfance à aller se battre pour leur patrie et contre l'ennemi. Enfin, héréditaire, ça a beaucoup de chance, de sens, parce que les Anglais avaient joué ce rôle précédemment aussi. La perfide Albion, on s'en souvient. Pensez à l'épisode de Jeanne d'Arc dans la première moitié du XVe siècle. Et des moyens également vont être mis en œuvre pour que le contrôle puisse s'effectuer. Les chaires d'histoire à la Sorbonne sont mobilisées par les positivistes. Ensuite, et je viens d'en parler, les programmes scolaires, donc du primaire, de l'école primaire à l'agrégation, donc jusqu'à la fin des études universitaires, les manuels sont contrôlés par l'université, même par la Sorbonne. J'ai évoqué 1 ou 2 fois, je crois, Ernest Lavis, qui était l'historien officiel de la Troisième République, qui a eu un rôle considérable par les manuels qu'il a publiés, manuels universitaires, mais surtout ces manuels qui ont été publiés en je ne sais pas combien de millions d'exemplaires, ou dizaines de milliers d'exemplaires, en tout cas, à destination des écoles primaires et secondaires. En ce qui concerne la vulgarisation, elle va progressivement passer va faire plutôt des universités des sortes de lieux qui ne sont plus ou moins des lieux de recherche, alors qu'on était en marche pour n'en faire d'abord que des lieux de recherche, mais essentiellement pour en faire des instituts supérieurs de pédagogie pour l'enseignement, et ce qui va effectivement ne pas favoriser, je dirais, la recherche, parce que les cours qui vont être donnés dans les universités, et c'est encore le cas maintenant, sont donnés au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise, le master,
sont donnés en fonction des programmes du CAPES et de l'agrégation, c'est-à-dire du certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement secondaire et de l'agrégation, qui est un concours plus difficile, qui permet à un nombre plus restreint d'accéder à l'enseignement secondaire, mais qui est en plus, et presque une nécessité pour entrer dans l'enseignement universitaire, ce qui fait que la recherche, longtemps en France, va être orientée dans ce sens-là, ce qui explique que beaucoup de doctorants beaucoup d'entre eux vont être des autodidactes, même s'ils ont eu d'excellents maîtres. J'en arrive à ma conclusion, à l'épilogue. On voit que l'intégration, l'homogénéisation conduit progressivement, en un tiers de siècle, grosso modo entre 1870 et 1900, on peut prolonger jusqu'en 1914, donc disons pendant une quarantaine d'années, à une professionnalisation de l'histoire, du métier d'historien. Il se fait que je termine mon exposé pratiquement au moment où j'avais commencé un autre cours sur les 50 glorieuses qui partait de 1929 et qui couvrait un demi-siècle jusqu'en 1979. Enfin, avec un trou évidemment d'une quinzaine d'années entre les deux. En fait, ce qui s'est passé pendant cette quinzaine d'années entre, je dirais, 1910, 1914 et 1929, c'est-à-dire le moment où il y a une crise de type épistémologique au sein de la discipline historique, mais pas seulement épistémologique. Vous savez, l'histoire, c'est l'histoire. L'histoire est faite d'hommes qui sont faits de chair, qui sont faits de sang, qui sont faits de psychologie, des êtres humains qui fonctionnent sur base de l'ambition, des rivalités. C'est ici que les passions reprennent l'histoire, passions qui renvoient peut-être à une histoire obsolète en partie, mais du point de vue de l'histoire des sciences, on ne peut pas faire l'économie de l'histoire des individus et des collectivités en tant que groupe, défendant leurs propres intérêts et recherchant leur propre satisfaction. La science n'est pas une activité intellectuelle éthérée, elle est faite par des individus qui ont des projets de carrière. Carrière où s'entrechoquent des rivalités, parfois des coups tordus aussi. Il n'y a pas que de l'amitié entre des collègues. Et c'est ainsi que dans cette période que je viens de vous citer, entre 1910 et 1930, apparaissent des fissures dans l'idéal communautaire qui avait prévalu, je dirais, dans les années 1880-1890. À cette époque-là, il y avait un projet égalitaire. À cette époque-là, on avait même doublé le nombre de postes à l'université. On était en pleine croissance. Or, dans la période ici considérée, on est dans une période où il n'y a plus de chaires nouvelles, c'est-à-dire de postes à l'université, car les anciennes sont occupées. Par conséquent, il y a une jeune génération de jeunes loups, très brillants d'ailleurs, pas tous, mais enfin, de gens qui souhaitent exercer leur talent et qui n'en ont pas la possibilité. Il suffit de voir qu'un certain nombre de docteurs qui avaient publié des grosses thèses feront toute leur carrière dans l'enseignement secondaire. Je pourrais vous en citer un certain nombre d'exemples pour cette période-là. Être docteur ne signifiait pas faire carrière à l'université.
Tout en plus, je viens vous dire que les postes étaient beaucoup moins nombreux que maintenant, mais en plus de ça, tous ceux qui existaient étaient occupés. Quand j'étais étudiant, la situation était pareille. On avait créé beaucoup de postes au lendemain de 1968, en France, en Belgique par exemple, dans les années vers 1969, 1970, postes qui ont été occupés très longtemps. Autrement dit, ceux qui sont arrivés après 1970, dans les années 74, 75, une fois que les postes avaient été répartis entre des jeunes docteurs, eh bien la génération qui a suivi a souffert, a beaucoup souffert en Belgique, en France, puisque c'est de la France dont il est question ici. Ce qui va conduire à un phénomène classique dans toutes les sociétés, c'est-à-dire un conflit de génération. Donc il faut bien considérer que la création de l'école des Annales n'est pas simplement une réaction hautement intellectuelle, reposant sur une autre vision de l'histoire. Bien entendu, Marc Bloch, Lucien Febvre et leur équipe sont de très grands esprits, étaient de très grands esprits, ceux qui leur ont succédé également, mais il n'en demeure pas moins qu'on se trouvait dans une société bloquée, hein, comme l'aurait dit un célèbre sociologue du XXe siècle. Cette crise de génération peut être comparée à ce qui va se passer donc, dans les années 1960 et qui va conduire à l'explosion de mai 68. Il faut donc, lorsque l'on fait de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'historiographie, ce que j'ai fait ici, il faut non seulement donc faire de l'histoire intellectuelle, mais il faut aussi faire de l'histoire sociologique et de l'histoire psychologique. Non pas de l'histoire psychologique facile, mais en se posant les bonnes questions, parce que c'est en se posant des bonnes questions que l'on parvient à résoudre les problèmes. On dit souvent que poser un problème, c'est répondre déjà, c'est trouver déjà la solution. Comme d'habitude, je vous montre un certain nombre de livres qui m'ont aidé, parmi beaucoup d'autres lectures d'ailleurs, puisque depuis plus de 50 ans maintenant, depuis 50 ans, qui m'ont aidé à préparer cet exposé, mais qui vont vous permettre d'aller plus avant dans le sujet. Tout d'abord, un ouvrage publié en 1986, sauf erreur de ma part, oui c'est bien ça, en mai 86, le Dictionnaire des sciences historiques d'André Burguière aux presses universitaires de France. Il s'agit donc bien d'un dictionnaire comprenant toute une série de rubriques dont quelques-unes sont des rubriques historiographiques, où il est question de l'évolution de spécialités de l'histoire depuis un siècle, et donc c'est un ouvrage particulièrement intéressant à lire. Il y a comme ça une rubrique mentalité, une rubrique manuel d'histoire, je tombe dessus ici, une rubrique France, interdisciplinarité, économie, voilà, enfin pour simplement famille, enfants, etc., où les différents auteurs, parce qu'il s'agit en fait d'un ouvrage collectif, où les différents auteurs ont essayé de faire le point sur leur spécialité du point de vue historique pour éclairer leurs confrères, parce que c'est un ouvrage destiné essentiellement aux historiens. Alors, puisque mon propos portait sur la professionnalisation d'histoire, je vous renvoie à un petit que sais-je qui s'appelle Le métier d'historien de Guy Thuillier et Jean Tullard, le célèbre spécialiste de Napoléon, où une partie du propos est historiographique également. Jean Favier, qui était professeur à la Sorbonne, à Paris 4, qui était directeur général des archives de France, des archives nationales, qui était également
administrateur de la bibliothèque François Mitterrand, Jean Favier a publié un petit que sais-je intitulé Les Archives, qui est un ouvrage aussi historiographique. Il fait l'histoire de l'archivistique, c'est-à-dire l'histoire des dépôts d'archives, entre autres choses. Alors les deux ouvrages qui ont servi de base, je dirais, à cet exposé, ce sont tout d'abord les réflexions essentielles et les études qui se trouvent rassemblées par Gérard Noiriel dans le livre sur la crise, entre guillemets, de l'histoire, en folio histoire, mais aussi, bien sûr, la thèse de doctorat publiée en 1976 par un historien que j'ai bien connu, Charles-Olivier Carbonel, Histoire et historien, une mutation idéologique des historiens français 1865-1885. C'est un ouvrage fondamental, c'est, je dirais, l'ouvrage fondamental pour le sujet dont j'ai traité aujourd'hui. Voilà. Cet ouvrage a été publié chez Privat, cet éditeur de Toulouse. C'est un ouvrage qui comprend 600 pages. Alors, le grand historien de la Gaule, qui s'appelle Camille Jullian, a publié des notes sur l'histoire en France au XIXe siècle dans la collection, ou chez l'éditeur, enfin, c'est la collection, ou c'est l'éditeur, Ressources. Non, apparemment, c'est l'éditeur, Ressources. Évidemment, ici, il s'agit, comment dirais-je, d'un reprint, donc d'une édition anastatique, qui porte sur le mouvement historique français dans la première moitié du XIXe siècle. Sur cette période également, mais d'un point de vue marxiste, enfin consacrée plus spécifiquement à l'époque de la Restauration, c'est-à-dire les règnes de Louis XVIII, 1814-1815, avec les 100 jours évidemment, la parenthèse des 100 jours de Napoléon entre mars et juin 1815, jusqu'à 1824, et puis alors le règne de Charles X de 1824 à 1830, à juillet 1830. C'est un ouvrage d'un historien soviétique, Reizov, l'historiographie romantique française. Donc ça couvre une période de 15 ans qui met l'accent sur l'historiographie romantique en tant qu'idéologie conservatrice et passéiste de cette époque, défendant donc les intérêts des possédants, des possesseurs des moyens de production à l'époque. Alors, un numéro spécial de la revue historique, je me souviens, je l'ai acheté quand j'étais étudiant, qui date d'avril-juin 1976, un numéro de la revue historique qui a été fondé justement en 1876, donc au début de la période considérée dans mon exposé, par Gabriel Monod, qui est en fait le prédécesseur, qui était le maître de Lucien Febvre, et qui a lancé un nouveau mouvement, mais en plein dans la période qui est la nôtre. Donc il s'agit d'une revue fondée par Gabriel Monod, et le numéro est consacré donc au centenaire de la revue historique 1876-1976, avec différents articles, entre autres un article de Charles-Olivier Carbonel et d'une autre amie d'ailleurs, Alice Gérard, Histoire et politique, la revue historique face à l'histoire contemporaine, 1885-1899. Entre autres choses, et ces études sont précédées d'un article bien ancien maintenant, puisqu'il date de 1876, de Gabriel Monod, d'une trentaine de pages, intitulé « Des progrès des études historiques en France depuis le XVIe siècle ». Enfin, pour l'enseignement d'histoire, je renvoie à un colloque auquel j'ai participé à l'époque, de novembre 1981, donc il y a 41 ans,
un numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine. C'est un colloque qui portait sur 100 ans d'enseignement de l'histoire, 1881-1981, avec la collaboration de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de l'enseignement public. Le voici. Et enfin, pour terminer, alors là, il s'agit d'un homonyme, il ne s'agit évidemment pas du grand médecin du XIXe siècle, la thèse de doctorat de Claude Bernard, l'enseignement d'histoire en France au XIXe siècle, selon les ministres de l'instruction publique. Il s'agit d'une thèse présentée à l'université de Paris 8, donc de Vincennes, en 1976 et publiée en 1978. Comme toutes les thèses, elle est assez épaisse, donc elle fait 700 pages. J'ai dit.